Direct en jeu, la radio insolite pour un événement exceptionnel, deux événements exceptionnels, évidemment toujours encore. C'est la dernière du Festival Lumière et je suis heureux de retrouver Audrey pour notre émission spéciale Touche à tout hybride. Salut Audrey. Bonjour Alain. Et puis, alors là, comment le présenter Audrey? Il s'appelle Albert, mais alors, je ne sais même pas comment le présenter. C'est un homme extraordinaire, fabuleux, merveilleux, que j'ai eu la chance de rencontrer à Aix-les-Bains et avec qui j'ai passé des moments formidables. C'est un type qui est cultivé, qui est culturé. Bonjour Albert. Bonjour, à qui j'ai dit bonjour à Alain et bonjour à Audrey. Bonjour voilà. Albert. On a une tradition Albert, c'est toujours Audrey qui se colle à la tâche sur la présentation de notre invité pour cette énième édition de Touche à tout et hybride. Audrey, je te laisse présenter notre invité. Alors, je vais être très succincte parce que l'essentiel, c'est quand même d'entendre Albert parler de lui. Albert Benloulou, donc on le connaît, certains le connaissent parce que anciennement aux éditions, enfin éditeur aux éditions Fayard, éditeur notamment et mandataire des ouvrages de Frédéric Dard, donc Sant'Antonio, entre autres. Et donc, forcément, homme de lecture, homme de culture, passionné, passionnant, et c'est juste un tout petit aperçu de ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, aujourd'hui, dans le cadre Touche à tout et hybride, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un petit peu son cheminement, son parcours. Est-ce que ça a été une ligne droite? Est-ce qu'il y a eu des virages et comment se sont passés ces virages? Et comment est-ce qu'il complète un petit peu toutes ses compétences et tous ces champs d'exploration et d'intérêts variés qui va nous raconter aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais dire en introduction. C'est très bien. Voilà. Alors, est-ce que je dois répondre? Eh bien, allez-y. Alors, qui êtes-vous? Que faites-vous? Comment vous en êtes venu à avoir cette vie aussi remplie et aussi riche? Remplie, oui, pas mal. Riche, j'aurais aimé qu'elle le soit encore davantage. Mais écoutez, je vais commencer par le début. Donc, j'ai fait une école primaire en Algérie. J'ai passé mon certificat d'études brillamment en chantant tous les couplets de la Marseillaise, qui avait d'ailleurs épaté la personne qui était en face de moi. J'ai fait des études pour être imprimeur. Le seul diplôme que j'ai en dehors du certificat d'études, c'est un diplôme de typographe. J'ai travaillé dans l'imprimerie jusqu'à 19 ans. J'ai fait mon service militaire après dans les chasseurs alpins. Je suis revenu, j'ai fait l'école hôtelière. J'ai été chef de rang dans un grand restaurant des Champs-Élysées pendant 2 ans et j'ai arrêté. Je suis rentré comme vendeur en librairie. J'ai travaillé dans la librairie. Je suis rentré ensuite comme représentant aux presses de la Cité où j'ai été représentant pendant 7 ans. Après ça, j'ai pris du galon, je suis devenu chef de vente. J'ai fini directeur commercial. Et de directeur commercial des presses de la Cité, je suis passé directeur commercial chez Hachette, où dans les presses de la Cité et chez Hachette, j'ai fait connaissance avec des auteurs, et dont certains qui se sont liés avec moi d'amitié, et moi avec eux d'une amitié encore plus forte. Et j'ai continué en étant agent, j'aime pas trop le mot, disons mandataire de certains auteurs dont je suis toujours. Et jusqu'à une date récente, j'étais l'agent et le mandataire de Frédéric Dard. Je dis récente parce que, comme j'ai 77 ans aujourd'hui, j'ai passé le relais et j'assure la formation de cette activité de mandataire à sa fille Joséphine. Voilà, très résumé. Sur le parcours plus personnel, je suis marié, j'ai eu 3 enfants, ils vont très bien, merci. Voilà, enfin 3. Non, il m'en reste plus. Malheureusement, je parle trop vite. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Voilà. Joyeux anniversaire. Très joyeux anniversaire. C'est un beau cadeau que tu nous fais à venir là. Attends, Audrey, je n'ai pas compris. Il a parlé hôtellerie et puis après presse ou, oui, comment ça s'est fait, cette petite escapade hors Alors d'abord, du c'était une période dans les années 60 où on pouvait facilement changer de métier. Hein. Alors, il y a un taux de chômage, c'était les 30 Glorieuses, et le métier de l'hôtellerie payait très bien.
Simplement, il y avait une activité le soir au restaurant. Après ça, il y avait un club. C'était à l'Élysée-Matignon, sur les Champs-Élysées. Et un jour, mon principal client que j'aimais le plus dans la rue ne m'a pas reconnu. Ça, je n'ai pas aimé du tout. J'ai changé de métier le lendemain. Comme j'aimais la lecture, j'ai cherché une place comme vendeur en librairie. C'était une fin d'année. Et j'ai trouvé une place de vendeur en librairie chez un grossiste. On était là, fin 1967. Et en 68, qui est une année forte, particulièrement du côté du mois de mai, eh bien, les éditeurs étaient fermés. J'étais un grossiste, ça a fait le bonheur de ce grossiste. Il faut avoir vécu les années de mai 68, pas d'essence, pas de journaux, il n'y avait que la radio, pas de télévision. Donc, ça a été un bonheur pour la lecture. Hein. Et à partir de là, j'ai fait connaissance avec pas mal de gens dans l'édition lorsque les maisons ont rouvert. Et puis, je suis rentré, après quelques années encore en librairie, je suis rentré comme représentant au Presse de la Cité, où il y avait déjà des auteurs prestigieux, Simenon, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez quitté cette expérience de la cuisine sur un élément qui peut paraître être un détail. Pas de la cuisine, de l'hôtellerie. Enfin, de l'hôtellerie, voilà. De la restauration. Voilà. Exactement. Sur un élément qui, pour d'autres personnes, peut sembler être un détail, mais pour vous, qui était totalement déterminant. C'est-à-dire, en termes de contact humain, il y a quelque chose qui n'était pas suffisant pour vous. Oui, parce que j'ai rien, évidemment, je me mets à la place des gens qui sont dans l'hôtellerie, je les regarde toujours chaque fois que je vais au restaurant, mais c'est vrai que j'étais en uniforme. L'hôtellerie, j'avais une veste blanche, un pantalon noir, j'avais un nœud de cravate, j'avais un linge sur le bras gauche, je dirigeais une escouade de commis, donc j'étais un uniforme, quoi. Et l'uniforme, on s'efface derrière l'uniforme. La personnalité s'efface derrière l'uniforme. Hein, sauf peut-être, alors il y a des endroits où on existe davantage, les brasseries par exemple, le garçon existe davantage dans une brasserie. Dans un restaurant, il doit s'effacer derrière la carte. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas retrouvé dans le monde de l'édition ou du livre de manière plus large? Ben non, d'abord, le livre est ouvert par définition à toutes les activités humaines, c'est-à-dire que je ne suis pas rentré dans une maison spécialisée, je n'étais pas dans une librairie spécialisée, j'étais ouvert sur toutes les activités. Alors, le livre est porteur de toutes les activités humaines, sans exception. La littérature, bien sûr, mais le jardinage, la cuisine, le bricolage, le sport, que sais-je encore, quoi. Ce qui fait qu'on devient un peu, on touche un peu de chaque chose sans être vraiment spécialiste d'une chose, peut-être en littérature. Voilà. Parce que l'art qui est porteur dans le livre, c'est la littérature. Voilà. Mais le livre n'est pas fait que de la littérature. Pourquoi le livre? Tu lisais beaucoup quand tu étais enfant ou quand tu as commencé à travailler en hôtellerie? En restauration? Parce qu'avant, j'ai travaillé dans l'imprimerie. Et donc, oui, dans l'imprimerie, je fabriquais les livres, je ne lisais pas. Donc, mais à partir du moment où on est typographe, vous savez ce que c'est un typographe? Vous avez une casse avec des lettres devant vous, vous avez un composteur dans la main et vous composez un texte avec des lettres qui sont en plomb. C'est un métier où on devait voir beaucoup. Ça a changé maintenant, il y a très peu de typographes, il en reste moins, parce que tout est automatisé par l'informatique. Mais à cette époque-là, quand on était typographe, il fallait boire 5 litres de lait par jour. Ça vous amenait nécessairement à lire, vous voyez. Voilà. Donc, j'étais déjà, en étant dans l'imprimerie, j'étais déjà dans l'univers du livre. Alors, si j'ai eu des lectures très tôt, bien sûr, parce que c'était une époque où, mon Dieu, il y avait une chaîne de télévision qui n'ouvrait qu'à certaines heures, et heureusement qu'il y avait la lecture, quoi. Hein, voilà. Et est-ce que c'est justement cette ouverture, le fait que le monde du livre soit si ouvert sur tout un tas de domaines possibles, qui vous a nourri pendant toutes ces années, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments? J'essaie de faire le lien par rapport à la notion de touche à tout que j'ai développée dans mon livre, justement, en termes anthropologiques. Le fait que l'être humain est naturellement curieux, a naturellement besoin d'aller explorer sur différents domaines. Est-ce que c'était suffisant pour vous, ou comment vous l'avez exploré? D'abord, c'est passé au tout début par ce que je vous disais, par la librairie. La librairie, c'est quoi? C'est un endroit où on vend des livres, surtout si c'est une librairie générale. Et c'est l'équivalent de la librairie, c'est un peu la pharmacie, si vous voulez. La pharmacie, on vient soigner le corps, la librairie, on vient soigner l'esprit.
Donc les gens vous demandent s'il y a quelque chose, s'il y a un roman qui marche bien, ou ils aimeraient ceci, ou c'est pour offrir cela. Je voudrais un livre sur le sport, je voudrais un livre pour les enfants, avec du texte, sans les textes, ce qui fait qu'on est en contact avec tous les désirs de la population. Donc il y a à la fois un effet touche à tout, bien sûr, mais presque virevoltant, vous voyez. Oui. Et puis, il y a ce qu'on appelle après les clients qui sont des habitués et qui viennent parler de leur lecture, comme on va parler de ces maladies dans une pharmacie. Vous voyez, on sait qu'un tel, monsieur un tel, il est malade de ça, on sait qu'il prend tel médicament, il y a quelque chose de nouveau, on le signale. Dans la librairie, c'est pareil. Vous voyez, ma femme qui a été libraire pendant plusieurs années avait ce talent, elle aussi, de faire fructifier en goût la clientèle. Chacun dans son domaine. Monsieur Intel, il y a ça qui vient de sortir qui peut vous intéresser. La librairie, c'était ça. C'était cette approche du public et de faire en sorte. Alors, c'était un métier de passeur, vous voyez. C'est-à-dire que vous recevez un livre, vous ne connaissez pas l'auteur, vous avez entendu parler du texte, vous l'avez lu vous-même et vous voulez convaincre. Donc, vous êtes un maillon de la chaîne, vous êtes un passeur de texte. Et puis les gens, quand ils sont heureux, parce que des fois ça arrive, eh bien, ils viennent vous le dire. Vous n'en avez pas un autre comme ça, quelque chose comme ça. Ah, ce que vous m'avez donné la semaine dernière, il ne m'a pas plu du tout. Mais alors celui d'avant, il m'a beaucoup plu. Les contacts en librairie, c'est ça. Et en pharmacie, c'est le médicament que vous m'avez donné, il m'a bien fait du bien, celui d'avant, il ne m'a pas fait du bien. C'est la même chose. Ouais. Dis donc, pour en arriver à, entre guillemets, agir avec Frédéric Dard, qui commençait déjà à être un être sublime, parce qu'il a quand même son style, il a quand même son écriture, tu t'es spécialisé, c'est-à-dire que tu t'es dit, allez hop, lui, ça m'inspire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. Pas du tout. La première fois que j'ai fait connaissance avec Frédéric Dard, je n'avais lu aucun de ses livres. Mais je savais de quoi il retournait, je connaissais la clientèle, mais par goût personnel. Vous comprenez, vous êtes vendeur en librairie, vous vendez des livres, vous êtes dans l'édition, vous faites des livres, mais vous avez des goûts personnels. Et vous savez très bien que les livres qui sont autour de vous, qui ne sont pas de vos goûts, vous savez très bien à qui ils s'adressent. Quand j'ai fait connaissance avec Frédéric, il est très célèbre. Il venait de sortir un livre qui a marché. J'étais directeur commercial, on me l'a présenté et on s'est tapé dans l'œil, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, il y a quelques anecdotes autour de ça amusantes, mais comme avec d'autres auteurs. Et la relation avec les auteurs, est-ce qu'elle vous a nourri aussi individuellement, de la même manière que ce que vous expliquiez avec les lecteurs qui viennent en librairie? Est-ce que c'est quelque chose de comparable ou est-ce qu'on est sur un registre totalement différent? Vous savez, quand on fait ce métier de commercial dans l'édition, tous les 3 mois, il y a une réunion, ce qu'on appelle la réunion des représentants, c'est-à-dire que chaque représentant a un secteur géographique et il visite les librairies. Et pendant une semaine, on vous présente le programme des 3 mois à venir. Alors là, si vous êtes chez Fayard, par exemple, vous voyez arriver pendant un quart d'heure M. Attali. Souvent, vous avez un livre sur les mineurs, le troisième, un livre sur l'histoire de l'Algérie. Après ça, vous pouvez avoir un livre sur les plantes. Et puis, les auteurs viennent et essaient de vous convaincre du bien fondé de leur livre et de savoir surtout à qui ils s'adressent, de manière à ce que vous puissiez porter le message. Représentant en librairie, c'était un travail de colportage. Et donc, vous voyez tous les auteurs. Alors, de temps en temps, il y avait des auteurs avec qui il y avait une prise, il y avait 12 représentants, même avec des hommes politiques, avec de grands sportifs. Avec, par exemple, des hommes politiques, je suis tombé dans une relation extrêmement amicale avec, je me souviens, qui était garde des Sceaux à l'époque, Alain Peyrefitte, ou M. Balladur, avec qui j'ai quelques bons échanges. Alain Peyrefitte, ça avait été loin, puisque c'était devenu quasiment son chauffeur. Mais après, d'autres écrivains, alors ça a été la rencontre avec Frédéric Dard, on s'est tapé dans l'œil, mais si vous voulez, c'était quasiment, après on sortait du métier, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Et est-ce que maintenant, avec un regard, avec un peu plus de recul, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait le tour
des métiers autour du livre tels que vous auriez aimé le faire, ou est-ce qu'il y a des manques encore? Est-ce qu'il y a des domaines, des aspects des métiers autour du livre qui vous manquent aujourd'hui? Vous auriez aimé explorer un petit peu plus. Quand je regarde ma bibliothèque, il y a beaucoup de livres que je n'ai pas lus. Vous savez, il y a une jolie phrase de Victor Hugo qui dit il y a des gens qui ont une bibliothèque comme les eunuques ont un harem. Oui. Non, il y a encore des spécialités, il y a encore une immense. C'est-à-dire que c'est un métier qui attirait vers de la curiosité. Vers la curiosité. Il y a des pans entiers, ne serait-ce que de la littérature, que j'ignore et que j'aimerais bien connaître. Je pense que je me suis rendu compte et j'ai quand même réussi à conclure que le temps était compté maintenant. Mais je ne me cantonne pas dans ce que je sais. Je vais toujours au moins, une fois par semaine, j'ai un livre sur un sujet comme ça, qui m'accueillit, soit parce que j'ai lu une critique dans la presse, soit parce que j'ai vu une intervention à la télévision ou à la radio, mais comme tout le monde. Voilà. C'est ça, tu vois, Alain, que je trouve vraiment intéressant dans ce témoignage d'Albert, c'est de voir à quel point la curiosité est au départ, au centre, c'est vraiment le moteur initial, hein, et que peu importe en fait le cheminement professionnel et personnel, hein, et la manière dont ça se croise, on l'a compris avec les rencontres plus ou moins amicales, en tout cas les atomes crochus qu'il pouvait y avoir avec certaines rencontres professionnelles, c'est de voir que, certes, il peut y avoir un peu de frustration, peut-être, mais c'est toujours la curiosité qui s'auto-alimente et qui continue de pousser la machine, en fin de compte, hein, de faire en sorte qu'on a encore envie d'apprendre plus, c'est jamais suffisant. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment intéressant. C'est ça que j'aime bien dans ces profils que j'appelle touche à tout, mais bon, c'est peut-être un peu caricatural d'une certaine manière. Ah non, c'est ça. C'est que, en fait, le monde est trop grand pour le temps, l'attention dont on dispose, et que donc, il y a toujours un terrain immense qui est là et on ne peut pas s'ennuyer. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois en vous écoutant, Albert. Vous savez, c'est l'image que j'aime bien, c'est l'abeille. Vous savez que l'abeille va de fleur en fleur et ce qu'elle soit, les fleurs sont tous différents. Les parfums sont tous différents et ce qu'elle doit goûter est tout à fait différent. Mais c'est à la fois… Alors, la curiosité, c'est le véhicule. Le moteur, c'est le plaisir. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toujours une recherche du plaisir. Alors, il y a aussi le plaisir de découvrir quelque chose qu'on ne sait pas. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les livres ennuyeux, qui vous tombent des mains, où on s'est trompé, des déceptions. Oui. Et comment dire, de temps en temps, il faut remuer des tonnes de terre pour trouver un diamant. Hein. Voilà. Hein? Vous ne trouverez pas le diamant si vous ne remuez pas la terre. Et donc, pour vous, c'est le plaisir. Ouais. Comment vous le différenciez de l'enthousiasme? Ou ce n'est pas quelque chose qui vous… L'enthousiasme, c'est quand le plaisir est découvert. Ah, chouette. Ça me plaît. Voilà. C'est-à-dire, là, on recherche, on trouve, on est enthousiaste. Parce que à partir du moment où on est enthousiaste, qu'est-ce qui se passe? On a envie de faire partager. Ouais. Et donc, à ce moment-là, il faut convaincre. Mais ça, c'est vraiment la valeur ajoutée, quoi. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, une question, oui. Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas fatigué par être toujours curieux, par aller toujours de l'avant? On n'a pas envie de se poser parfois? Non, franchement, non. Non, franchement, pour découvrir, il y a toujours une forme. Si la santé vous y aide, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'être curieux? D'avoir une mauvaise santé, d'être fatigué, d'être malade, c'est arrivé. Mais est-ce qu'il peut y avoir… Non, le danger, il n'est pas là. Le danger, il est dans la routine, la répétition. Alors là, faut faire attention. J'ai vu dans le métier des gens qui, au bout d'un moment, pouvaient se lasser, c'est vrai, parce que ils s'étaient pris dans une forme de routine, de répétition, de quotidienneté des choses. Et ça, c'est pas bon. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour ça. Donc, ça veut dire qu'on est d'une nature différente.
Oui, mais à l'époque, on n'avait pas l'habitude d'être élevé sans se permettant de faire plein de choses. Logiquement, on avait une ligne directrice à suivre et on n'avait pas Non, non, moi, écoutez, je ne peux pas parler, par exemple, sur le plan professionnel. Il y a un mot que j'emploie jamais, qui est le mot de carrière. Alors ça, c'était vraiment pas du tout bâti, c'était plutôt un itinéraire. Voilà. Je préfère le mot itinéraire, ça rime d'ailleurs, que le mot carrière. Carrière, ça se construit. Vous voyez, on a une ambition, on a envie de. Là, c'était pas du tout ça. Là, on était porté. Un jour, on vous disait, ah, écoutez, Monsieur Venlou, ça suffit d'être représentant. On aimerait bien vous voir faire autre chose. Maintenant, je crois qu'on a quelque chose à vous proposer. C'est passé comme ça. Mais on postulait pas, quoi. Moi, je postulais pas, en tout cas. Il y a quelque chose de l'ordre, un mélange entre l'opportunisme et la cueillette de ce qui se présente? Oui, ça peut, C'est ça un peu? ça peut se dire comme ça, bien sûr. Oui, oui. Il y a, est-ce qu'il y a, si vous voulez, il y avait par exemple, il y avait des univers dans le métier de l'édition que je n'ai pas, sur lesquels j'aurais pu avoir une grande curiosité, que j'avais, mais que je n'ai pas découvert. Par exemple, des grandes maisons. J'ai travaillé chez Hachette, il y avait des grandes maisons, Grasset, Fayard, les Presses de la Cité, Plon, Julliard. Chaque maison avait une personnalité en fonction de celui qui la dirigeait. Et par exemple, il y a un univers très important en France sur lequel j'ai jamais pénétré, sur lequel qui m'est presque inconnu, c'est la maison Gallimard. Vous voyez, pourtant c'est pas rien Gallimard en France. Et ben pour Gallimard, je ne suis pas un professionnel, je ne suis qu'un lecteur. Est-ce que les choses ont changé? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021. Il y a des liseuses, il y a des livres qui se lisent par Internet, avec des écrans, etc., etc. La symbolique du papier, est-ce qu'elle est toujours la même? Est-ce que c'est toujours le même ressenti qu'on a? Alors, vous savez, il y a une tendance que personnellement, moi, je ne partage pas, qui est celle de la sacralisation du livre. Le livre, c'est un véhicule. Un jour, je crois vous avoir dit que dans un livre, on peut absolument tout mettre, ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire. Je me rappelle, tu l'avais dit en effet. ce qui m'avait complètement dérouté, je reconnais. Oui, parce que, bon, alors, si vous voulez, le livre, il est porteur d'un papier, c'est un objet. Ce qui est important, ah oui, c'est un objet. C'est un objet et il n'a C'est une pas. œuvre d'art. Alors, C'est une on peut œuvre d'art. dire qu'on peut de temps en temps mettre un mot majuscule au L de livre, mais à ce moment-là, ça prend des connotations religieuses comme la Bible, etc. Hein? Mais dans les livres, il y a des livres qui sont très mauvais. Il y a des livres qui sont franchement tartes. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est le texte de l'auteur. Vous avez une nouvelle génération qui peut apprécier un texte sans avoir le livre comme support. Et ce qui est important, ce n'est pas le livre, c'est le texte. Alors, il y a différentes manières de le découvrir. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Depuis l'invention de l'imprimerie, c'est le livre, quoi, hein, que ce soit sur rouleau. Mais maintenant est arrivé effectivement l'ordinateur, les liseuses, comme vous dites. Donc, on peut s'accommoder très tôt et prendre l'habitude très tôt de lire sur ces instruments-là. Mais ce qui compte, c'est le texte, ce n'est pas le livre. Le livre, en général, il est même générateur de, comment dire, d'irresponsabilité et d'incompétence. Vous avez de bons imprimeurs, vous avez de mauvais imprimeurs. Vous avez de bons transporteurs, vous avez de mauvais transporteurs. Vous avez de bons industriels, vous avez de mauvais industriels. C'est un maillon, vous voyez, c'est une chaîne. Et une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Plus vous mettez de maillons et plus vous prenez de risques. Tandis que si vous allez directement du texte au lecteur, il n'y a plus d'intermédiaire. Alors, quand on était gentil, si on était méchant, on disait ce sont des intermédiaires. Et si on est gentil, on dit ce sont des intercesseurs. Mais les intercesseurs, quand ils reçoivent quelque chose qui a une valeur de la main gauche, quand elles repartent de la main droite, elle s'est enrichie de la personne. Ce n'est pas toujours le cas. Pour ça, il faut avoir vu fonctionner une machine à pilonner. C'est-à-dire que sur les livres qui sont distribués en France, vous en avez environ 20% qui reviennent et qui sont pilonnés. Et le pilon marche tous les jours. Il y a des milliers de livres qui, tous les jours, sont pilonnés. C'est le résultat de mauvais calculs,
de mauvaise attribution, de mauvaise distribution, et donc d'incompétence, de forme d'incompétence. Ce qu'on n'a pas quand on passe directement de l'auteur au lecteur. Audrey, tu peux pas, tu peux pas ne pas réagir là, c'est impossible. T'en es à Ben, en combien? fait, T'en es à 3, c'est ça, non? j'en suis à 3, oui. Tu peux pas, je peux rien faire là. J'en suis à 3. Le 4e livre apparaît début 2022 et j'ai choisi l'auto-édition, c'est-à-dire je n'externalise que la partie imprimerie et je m'occupe de tout le reste, alors de manière extrêmement artisanale, puisque voilà, j'apprends au jour le jour. Hein. Et donc, vous avez sauté des intermédiaires. Et donc, j'ai sauté des intermédiaires pour Et notamment les raisons écologiques par rapport à la destruction de papier, etc. C'est l'une des raisons parmi d'autres. Mais voilà. Et effectivement, c'est aussi une tendance qui prend un peu plus d'ampleur. Vous le sentez, ça? Comment vous le voyez, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes? D'abord, il y a de plus en plus de livres qui sont publiés chaque année dans des quantités astronomiques. Donc, il y a tellement de choix qu'on a du mal même à choisir et à identifier quels sont les livres de qualité ou susceptibles de nous plaire. Heureusement qu'il y a les libraires pour ça, mais bon, dans certains cas, il y a l'impasse sur les libraires et on passe directement sur les plateformes en ligne. Donc, il y a la quantité de nouveaux livres qui sont parus chaque année. Et puis, il y a aussi cette tendance à l'auto-édition ou à la micro-édition. Enfin, il y a tout un tas de registres différents qui apparaissent. Comment vous voyez ça, vous, avec le recul et l'aspect professionnel que vous avez? Au risque d'indisposer beaucoup de gens dans la profession, moi je vois ça d'un très bon œil. À partir du moment, parce que j'ai pu voir, écoutez, j'ai fait les 100 pas dans ce métier. Hein. Bon, j'en sais suffisamment, pour, comme dirait l'autre, pour savoir que je ne sais pas tout. Mais il n'empêche que j'ai pu voir de formidables éditeurs, comme j'ai pu voir des éditeurs très médiocres. L'époque des grands éditeurs qui arrivaient à déceler un talent avec un nez incomparable, etc., c'est du passé. Maintenant, les maisons d'édition appartiennent pour beaucoup à des grands groupes et on met à la tête de ces maisons des gens qui sont en devenir, mais qui n'ont pas une expérience. Avant, on devenait au fur et à mesure éditeur. Donc, c'est pas que c'était mieux avant, je dis c'est maintenant, c'est autre chose, c'est différent. Alors, il y a une facilité pour encourager les gens à l'écriture, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, comme il y a une facilité à encourager parce que les moyens techniques s'y prêtent, ben, il y a une facilité aussi de contacter les lecteurs. Et ça, c'est une offre qui est tout à fait nouvelle et qui, de mon point de vue, va se développer. C'est-à-dire que, alors, bien sûr, il y aura, vous savez, c'est la rue. Il suffit d'aller dans les bonnes adresses. On n'est pas obligé d'aller dans les mauvaises. Et puis, vous avez des gens curieux qui seront amenés à découvrir. On a vu ça dans la musique, où des talents se sont exprimés sur les nouveaux supports, qui ne sont pas passés par des grandes maisons de disques et devenir d'immenses succès. Je pense qu'à terme, il y aura des gens qui vont se faire découvrir sur ces moyens-là, par Internet tout simplement ou par d'autres. Il y aura des maisons qui vont se créer. Vous pouvez toujours maintenant, d'ailleurs même les maisons d'édition traditionnelles ont deux manières de vendre leurs livres. Elles le vendent bien évidemment par le support papier via les libraires, et puis via les libraires aussi, on peut télécharger les livres pour un coût moins. D'ailleurs, personne ne se dit, mais comment se fait-il que lorsqu'on télécharge les livres, c'est moins cher? Pourquoi est-ce moins cher? Simplement parce qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas de transporteur, il n'y a pas d'entrepôt, et donc le système lui-même élimine des intermédiaires. Voilà. Donc on va irrémédiablement vers ça. Est-ce que quelqu'un qui aura du talent pourra être plus facilement découvert? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. C'est possible. Je sais simplement que si il y avait avant, quand j'ai vu des auteurs envoyer un manuscrit qui faisait 2500 pages, un vrai fatras, et l'éditeur travaillait sur le livre, il en sortait un livre de 400 pages qui devenait quasiment un chef-d'œuvre. Donc ça, il faudra toujours peut-être passer par des conseils qui, si j'étais vous, je ne ferais pas ça, si j'étais vous, j'enlèverais ça. Et ça, c'est ce que je fais toujours quand je reçois des manuscrits, ce que j'en reçois toujours. Je dis, si j'étais vous, ça, je l'enlèverais. Ou cette phrase-là, je la ferais différemment. Donc, celui qui écrit directement et qui peut aller vers son lecteur, il aura toujours besoin, peut-être, presque toujours, d'un avis
De regard critique. Et d'un regard critique. Voilà. Ça te laisse sans voix, Alain? Disons non, que je passe. non, c'est pas ça. Je me pose la question. Je me rappelle, on avait parlé, comme avec Sébastien, Albert, quand on s'était vu à plusieurs reprises. Moi, je me dis, mais est-ce qu'on a encore un potentiel de, je ne vais pas dire de carrière, puisque je n'ai pas le droit, un potentiel de parcours dans ce métier-là, dans le fait d'écrire, parce que c'est complètement différent. Moi, je pense souvent, je discutais avec quelqu'un tout à l'heure au bar, je vous rappelle, je suis en direct du Festival Lumière, et je discutais, et il me disait, il y a des artistes qui se sont fait repérer au niveau de la musique avec YouTube. Ben là, est-ce que c'est pas tout un autre univers qui s'est construit avec ce qu'on vit maintenant, on va dire au port de 2022? Est-ce qu'on peut agir de la même manière? Est-ce qu'Albert Benloulou pourrait exister dans son métier passé aujourd'hui? Ou est-ce que c'est un autre métier? Avec les techniques telles qu'elles sont actuelles, telles que je les ai compris, et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris parce que je ne les utilise pas personnellement, mais je les perçois. Mais je sais que si j'avais 20 ou 25 ans de moins, je rentrerais dans ce monde-là avec enthousiasme. Parce que, encore une fois, ce qui compte pour moi, c'est le texte et le lecteur. Donc, vous voyez, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est le texte et le lecteur. Audrey, aide-moi, parce que là, tu as vu, il revient. Non, mais surtout, moi, je suis vraiment très, très contente parce que, effectivement, on a l'habitude dans notre culture d'avoir sacralisé le livre, ce qui peut se comprendre sur certains aspects, mais je rejoins tout à fait Albert sur ce qu'il dit. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que l'être humain, au départ, c'est un être d'oralité, c'est-à-dire que l'écriture, c'est arrivé très tard dans son histoire. Et ça, c'est une évolution que je trouve aussi intéressante. Alors, ce n'est pas forcément sur tous les registres de livres, mais en littérature ou sur des nouvelles ou des poèmes, il y a de plus en plus le support audio aussi qui apparaît. Évidemment. Où on achète le texte lu par un acteur, l'auteur lui-même ou autre. Donc, c'est encore un autre support qui vient enrichir le texte par les émotions de la voix. Donc, il y a un registre énorme qui se met en place pour ceux qui aiment ce support-là. Si vous me demandez aujourd'hui quel commerçant j'ai été voir, je vais quasiment 4 à 5 fois par semaine dans une librairie. Donc, je regarde les livres. Et c'est vrai que l'avantage des livres par rapport à un texte pur, c'est qu'ils sont habillés, ils ont des couvertures, ils ont les 4e de couverture, il y a le conseil du libraire, ce qui n'est pas rien, hein, ce qui est même beaucoup. Donc ça, ce monde-là, moi, me plaît bien. Il me plaît bien. Mais je vois bien poindre, et mieux davantage que poindre, quelque chose qui va exister et qui existe déjà et qui est différent. Mais si vous regardez par exemple ce qui s'est passé dans la musique. D'abord, vous aviez des grandes pochettes de 33 tours avec des vinyles dans les années 60 où on soignait beaucoup les couvertures. Après ça, on est arrivé au compact disque qui ressemblait à un timbre-poste. Et puis maintenant, on revient. Il y a tout un marché à nouveau du vinyle parce que, me dit-on, le son est meilleur, mais surtout la présentation, ça compte. Si vous voulez, l'habillage d'un livre, la façon dont on fait la couverture, la maquette, c'est aussi un métier qui a une valeur ajoutée et qui valorise à la fois le livre et à la fois le texte. Peut-être qu'il y aura dans l'avenir, lorsqu'on consultera les livres sur écran, eh bien peut-être qu'il y aura une présentation. À mon avis, on n'a pas encore trouvé le moyen si vous voulez, de séduire le lecteur par un aspect extérieur sur ces nouvelles techniques. On a le texte, c'est tout. Et on a souvent une couverture vraiment une présentation très tristounette. Mais on n'a pas encore trouvé le moyen de valoriser un texte dans sa présentation, et l'équivalent même d'un texte pour convaincre, ce qu'on appelle une 4e de couverture lorsqu'on tourne un livre. Et là, à mon avis, il y a tout un métier, ou même des métiers qui devraient s'inscrire là-dessus. Tout à fait. Tout hybride avec Albert Benloulouf. Je suis en direct du Festival Lumière. Il m'arrive un truc assez original.
il n'était pas prévu que les balances du groupe qui va jouer à 20h sur scène se fassent maintenant. Je vais donc te laisser clôturer, Audrey, comme ça. Sinon, vous risquez d'avoir les balances de la guitare et de la batterie et tout. Moi, je voulais surtout vous remercier. Je veux te remercier, Albert, d'avoir accepté très rapidement de jouer ce truc. C'est la dernière émission en direct du Village Lumière, puisque tout à l'heure, je serai en extérieur. Demain, je serai aussi en extérieur. Voilà, le Festival Lumière. Au fait, Albert, si je te dis Bertrand Tavernier, parce qu'il nous manque énormément. Écoute, je regardais ce derrière et vraiment, j'ai regardé l'autre jour cette série qu'il a fait sur le cinéma français et c'est une merveille. Bertrand Tavernier, une merveille, un immense regret de son départ, mais c'est une flamme qui n'est pas prête de s'éteindre. Hein. Voilà. Allez, Audrey, tu te lances, la clôture. Albert, merci infiniment. Moi, j'avais encore plein de questions à vous poser sur à la fois votre parcours, votre regard et ce que vous pensez du monde des livres, du monde des éditions, des typologies d'édition. Donc, je pense que ça a inspiré aussi pas mal nos auditeurs sur comment se construit un itinéraire, comment peut se construire un itinéraire. On n'a pas besoin de se prendre la tête à l'avance. Il y a des choses qui se mettent en place, qui se présentent au fur et à mesure. Donc, merci infiniment pour ce témoignage. Et puis, au plaisir de se retrouver une autre fois. Vous avez été adorables tous les deux. Au revoir. Au revoir, merci Au revoir. Albert. Albert, juste un truc pour en finir. Je vais te montrer quelque chose qui est important. Tu dois voir, voilà, donc on a le village et tu vois qu'il y a une affiche noire et verte. Eh ben, je voulais te souhaiter un bon anniversaire parce que dimanche dernier, c'était l'anniversaire de Shrek. C'était ses 20 ans. Donc, ne m'en veux pas. Voilà, vous avez le Village Lumière qui est juste là et tout. Plein de bonnes choses à vous. Et puis, salut. voilà. Salut à tous. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.